Donc tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Donc la thématique est comprendre le citoyen pour satisfaire le client. Donc je vais être bref parce que c'est juste une présentation très rapide avant d'introduire le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc en quelques mots, la chaire au sein donc de la fondation de l'UBS, comme l'a rappelé Véronique Boisse-Burel, et la chaire Données Connaissances Clients fait le lien entre la recherche appliquée et le monde des entreprises. Et donc, elle permet à nos partenaires, qui sont nos mécènes, de bénéficier des dernières avancées en matière méthodologique et algorithmique, et on va en voir des exemples aujourd'hui, de soutenir la production donc, de connaissances issues de la recherche, qui sont rapidement transférables dans le monde socio-économique, et tout ça pour gagner en innovation. Alors, comme on l'a dit, la chaire DCC, hein, ça c'est l'acronyme pour les initiés, est adossée au laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest, le LEGO, dont la directrice, Yolande Piris, est également directrice scientifique de la chaire et à qui je passerai la parole juste après ma présentation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la connaissance client concerne tous les secteurs d'activité. Donc, c'est pourquoi nos entreprises partenaires présentent donc un panel diversifié. Donc, dans l'ordre des logos de nos partenaires, on voit l'éditique et marketing direct pour Cofilmo, l'agroalimentaire pour Valrhona, la banque et l'assurance, bien évidemment, pour la BRED et Telem Assurance. Alors, nos axes de développement et d'intervention. Les axes de développement, donc des axes de recherche, comme je l'ai dit, portés par le LEGO et Yolande Piris en particulier. Donc, vous allez en avoir un exemple concernant la voix du client et plus largement la voix du citoyen. Des méthodes récentes, innovantes, hein, donc à partir d'algorithmes novateurs comme le traitement automatique du langage naturel ou NLP, encore une fois, l'acronyme pour les initiés. Et c'est Anne-Cécile Gay qui vous en présentera des applications très concrètes. Et il peut aussi nous arriver de développer des solutions qui sont plutôt des solutions à fin de communication et d'appropriation des méthodes par les équipes data de nos partenaires. Il ne s'agit pas du tout de solutions du marché avec un dispositif d'assistance, de maintenance et de versionning. C'est davantage pour mieux, comment dirais-je, partager les méthodes et les applications. Alors, on a fait le choix de l'open source, bien évidemment, le Python en l'espèce, hein, qui nous permet d'être indépendant de tout éditeur de solutions. Ça, c'était pour les axes de développement. Et pour les axes d'intervention, on fait bien sûr aussi le lien avec, en direction de la communauté universitaire et notamment celle des étudiants. On peut participer à des cours, des projets étudiants, des stages et des alternances. D'ailleurs, nos partenaires également y contribuent et y participent. Et puis aussi, on peut être à l'intermédiation de la mise en place d'une thèse CIFRE. Hein, c'est une convention industrielle de formation par la recherche qui permet de subventionner toute entreprise qui embaucherait un doctorant pour le faire travailler avec un laboratoire de recherche. Alors voilà donc pour les axes de développement et d'intervention brièvement rappelés. Les bénéfices pour les mécènes, pour les partenaires, pour ceux qui participent justement à ces axes de développement et d'intervention. Donc un premier, eh bien, le mode de collaboration avec la recherche appliquée est important. Hein, c'est la clé du dispositif qui permet d'apporter aux partenaires une réflexion et une prise de hauteur de vue par rapport à leurs pratiques habituelles. Sortir un peu du quotidien et du récurrent. D'ailleurs, ils pourront en faire un témoignage s'ils le souhaitent au moment de la séance des questions-réponses. L'originalité de la chaire DCC, c'est une chaire partenariale. Et le fait qu'elle soit une chaire partenariale qui réunit des partenaires de différents secteurs d'activité, ça permet justement à ces entreprises de partager les bonnes pratiques, les bonnes méthodologies, les plus innovantes, les plus récentes. Alors, je tiens à préciser qu'il ne s'agit en aucun cas de partager des données. Hein. Les données restent la propriété de chacun des partenaires, bien évidemment. Et ce partage fait de la chaire un espace de parole et d'observation indépendant de tout acteur du marché qui permet une libre expression et justement de créer de l'innovation. Un autre avantage, c'est évidemment de gagner en innovation, hein, de permettre à la fois un approfondissement et une accélération de la démarche d'innovation, surtout dans le domaine qui nous concerne, qui est le champ de la connaissance client.
Et puis enfin, deux autres bénéfices qui sont davantage orientés sur la communication. Bon, la contribution à la prise de parole, comme les séminaires et un webinaire d'aujourd'hui, hein. Et puis, pour les mécènes, ça permet de valoriser l'image et développer sa communication, qui peut permettre, par exemple, de recruter des talents dans la mesure où on peut les mettre en relation avec la chaire, des laboratoires de recherche et des collaborateurs d'autres entreprises qui partagent les mêmes problématiques. Enfin, le mécénat en tant que tel, donc pour récapituler en 3 temps, s'il fallait le résumer ainsi, donc ça permet à la fois l'accélération de la démarche d'innovation, ça on l'a vu, hein, et dans le domaine de la connaissance client, et vous allez en voir 2 exemples. Ça permet de promouvoir des méthodologies novatrices, à la fois des réflexions de la recherche, mais aussi des algorithmes, hein. C'est à la fois le lien algorithme et thématique nouvelle. Et puis, comme on travaille dans l'intérêt général et pour le bien commun, c'est-à-dire pour tous, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prestations, il n'y a pas de services au sens conseil du terme, donc le mécénat offre un cadre fiscal plutôt avantageux de l'ordre à hauteur de 60% de défiscalisation. Voilà, brièvement brossé l'activité et le dispositif de la chaire. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Si jamais vous aviez des questions sur la chaire, il est toujours possible de me contacter ou de renvoyer vos réponses à la fin. On va plutôt passer au sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et là, pour cette fois-ci, pour les présentations qui vont suivre, on vous invite à interrompre nos intervenantes si vous le souhaitez, à engager un dialogue au fil des slides présentés. Merci Antoine-Éric. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager. Alors, donc comme vous l'a dit Antoine-Éric, je suis professeur des universités à l'UBS. Où je dirige pour le site de l'UBS le LEGO, qui est donc le laboratoire d'économie et gestion de l'Ouest. Et depuis 1 an maintenant, j'assure la direction scientifique de la chaire. Et je me joins aussi bien à Véronique qu'à Antoine-Éric pour en remercier les participants d'une manière générale, mais évidemment nos mécènes qui rendent possible cette aventure et qui me permet aujourd'hui de vous présenter un travail de recherche qui a été fait avec Anne-Cécile et qui vous présentera aussi d'autres travaux par la suite, mais qui a été l'occasion finalement d'avoir une vision un petit peu plus large et de repenser de manière un peu différente le contexte dans lequel nous sommes amenés à penser le marketing. Et comme beaucoup dans cette crise sanitaire, on a essayé de repenser le marketing de l'après, bien conscient qu'un certain nombre de choses doivent évoluer. Et finalement, on a commencé finalement en point de départ à partir sur ce marketing de l'après, mais vous verrez que nos résultats finalement montrent que beaucoup de choses étaient déjà présentes et définitivement invitent à passer probablement de la voie du client ou du consommateur de manière plus générale à celle du citoyen. Donc si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les périodes de confinement, et les études ont été assez nombreuses, hein, finalement la communauté scientifique en général, y compris en sciences de gestion, s'est interrogée sur ce qui nous arrivait. Et on a vu évidemment des choses s'accentuer, comme le recours au drive, comme l'achat de produits locaux, comme la préférence pour la proximité. On a beaucoup entendu évoquer des personnes qui cuisinaient davantage, qui achetaient davantage, et avec des comportements qui étaient un petit peu différents. Mais aussi de nouvelles attentes qui étaient mises en avant par le baromètre réalisé par Kantar, notamment sur le bien-être des salariés de la distribution ou encore leur protection. Les gens formulaient spontanément l'envie de connaître les conditions dans lesquelles les salariés de la distribution, qui donc étaient en première ligne et ouverts dans les périodes de confinement, et notamment la première qui a un petit peu plus inquiété la population, était une préoccupation des consommateurs. Et donc, on a vu une évolution des habitudes et des attentes qui dépassaient le cadre de la consommation, là où auparavant, peu de gens formulaient une attention particulière sur le bien-être des caissières ou des caissiers, etc. Bon. Et c'est tendance. Oui. Je me permets de t'interrompre, je pense qu'on ne voit pas ton partage. Ah. Alors, sauf si ça vient de moi, mais...
Alors, si tu as un souci, je peux partager le document, Yolande. Alors, je vais essayer de le remettre. On le voyait tout à l'heure. Oui. Est-ce que là, c'est bon? Alors, je pense que ça va être bon. Ouais, c'est bon, parfait. OK. Merci. Voilà. Donc, je disais que finalement, il y avait une évolution des attentes avec une préoccupation qui allait au-delà de la simple consommation. Et avant cette crise sanitaire, il y avait déjà un certain nombre d'évolutions importantes, comme l'omnicanalité. Hein, c'est des choses dont on a déjà beaucoup entendu parler depuis déjà quelques années. L'idée que les achats se répartissent sur différents points de contact, et notamment le drive, mais aussi beaucoup de signaux faibles liés à l'écologie, au respect de l'environnement, pour une consommation plus locale et plus responsable. Je vois qu'il y a une petite coquille. Voilà. Et surtout, une tendance déjà en place qui est un ralentissement de la croissance des distributeurs, puisque chacun sait que ce secteur souffre déjà depuis quelques années d'un certain ralentissement, et en particulier des acteurs historiques. Ce sont souvent les indépendants qui tirent leur épingle du jeu, ou certains formats un peu novateurs qui eux, connaissent une croissance intéressante, mais des acteurs plus historiques, comme le groupe Carrefour, qui ont connu un certain nombre de problèmes sur la croissance. Donc, on pouvait déjà probablement envisager une crise avant la crise, et on reviendra sur cet aspect-là plus tard. Et donc, dans cette perspective, l'idée a été de s'interroger sur le secteur de la distribution en général, avec l'idée évidemment de pouvoir transférer ces connaissances à d'autres secteurs, et notamment, pourquoi pas, les secteurs déjà de nos mécènes, mais d'une manière générale. En tout cas, le secteur de la distribution a été utilisé comme point de départ, puisque la crise Covid était particulièrement intéressante sur ce point-là, puisque tout ce qui touche à l'alimentation et tout ce qui touche à l'équipement de la maison, comme vous le savez, a connu un bond assez important. Mais l'idée, c'est de probablement essayer de transférer tout ça, parce que, alors vous voyez, je n'ai pris que 3 références, mais elles sont extrêmement nombreuses, à exister déjà depuis de nombreuses années, pour montrer l'intérêt de ne pas considérer l'entreprise simplement sous l'angle de sa performance économique, mais bien d'intégrer les dimensions sociales et environnementales dans leur activité, aussi bien évidemment pour les bénéfices évidemment collectifs, mais aussi pour leur propre performance, avec l'idée que les différents acteurs qui constituent notre société, et notamment les acteurs de la sphère marchande, finalement ont intérêt à s'engager et à jouer leur rôle dans leur capacité à contraindre, au sens positif, hein, le système dans lequel nous pouvons nous trouver. Donc, si on questionne finalement dans tout ça le statut du consommateur, puisque l'idée d'écouter le citoyen plutôt que le consommateur ou le client, c'est finalement remettre en cause ce statut du consommateur qui a pourtant été érigé déjà depuis de nombreuses années, et en particulier après la Seconde Guerre. Et bien finalement, on est aujourd'hui en situation de constater que, notamment, l'histoire économique nous permet de voir que le contexte qui a permis l'essor de ce statut n'est plus tout à fait d'actualité, même plus du tout d'actualité. Et c'est assez intéressant de le voir sous cet angle-là, parce que finalement, on a défini une façon de faire à un moment où le consommateur est considéré en fait comme extrêmement puissant, où la situation des marchés est telle qu'effectivement, il peut exprimer par ses choix un certain nombre de choses qui, finalement, dans son seul rôle de consommation, permettent de lui donner une certaine forme de pouvoir. Mais comme vous le savez, hein, l'évolution des marchés et du contexte qui est le nôtre ne laisse plus du tout penser que l'environnement dans lequel se trouvent aujourd'hui nos consommateurs permettent de s'exprimer. Et finalement, cette figure du consommateur ne correspond plus tout à fait au contexte actuel. Et si on regarde même un petit peu plus loin avec l'apport de la sociologie économique, finalement, il y avait déjà beaucoup de travaux de longue date qui montraient que la parole du consommateur, finalement, ne reflète pas tout à fait la réalité de la personne qu'il y a derrière ce rôle de consommation. Pourquoi? Parce que si vous regardez les travaux du Buisson-Kellier, par exemple, vous voyez comment, finalement, considérer
que ce qui existe au global sur les marchés est suffisamment complet pour laisser une véritable parole aux consommateurs, c'est une hypothèse de départ qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que les produits qui existent au départ, les marchés qui sont les nôtres, sont de toute manière partiels, sont déjà influencés par d'énormes faisceaux qui sont différents et ne laissent pas tout à fait la possibilité aux consommateurs de s'exprimer parce que certains produits n'existent même pas ou ne sont pas accessibles à tout le monde. Et donc l'idée que le consommateur peut s'exprimer dans son seul rôle de consommation est vraiment remis en cause par tous les travaux de la sociologie économique. Et finalement, tous ces travaux plus anciens sur les luttes sociales exprimées par la consommation, le fort encastrement des relations d'échange, etc., elles sont toujours d'actualité pour montrer que finalement, ces différentes luttes sociales et ces différents encastrements des différents niveaux que constitue le système global de notre consommation sont toujours à l'action et empêchent en réalité le consommateur de s'exprimer par sa seule voie de consommation. Et donc, partant de ces différents aspects et de cette remise en cause de la voix du client, du consommateur, l'idée a été de repenser finalement les critères de performance de l'entreprise et de ne plus regarder simplement la performance économique et de repenser la performance des organisations d'une manière générale, mais avec un grand souci finalement, c'était le souci méthodologique qui est de se dire mais comment fait-on pour écouter cette voix du citoyen, où l'écouter, comment l'écouter, et la méthodologie du TALM pour le traitement automatique du langage naturel ou encore du NLP en anglais, qui est finalement le socle sur lequel s'est développée la chaire sur cette deuxième période, et finalement une méthodologie idoine pour écouter la voix du client autrement. Et tout à l'heure, Anne-Cécile vous présentera toutes les autres approches possibles qui peuvent tourner autour de cette méthodologie, mais vous allez voir que ce que nous avons fait dans le cadre d'une de nos recherches, ça a été de nous concentrer directement sur des consultations citoyennes. Et donc, je vais vous présenter assez rapidement les principaux résultats d'un projet de recherche qui a été conduit avec pour objectif de mieux déceler les attentes des citoyens pour mieux les satisfaire. Pourquoi ? En partant du principe que si on écoute véritablement la parole d'un individu dans l'ensemble des formes qui le constituent, parce qu'il est salarié, parce qu'il est citoyen dans sa cité, parce qu'il est parent, parce qu'il est finalement investi à différents niveaux, il a une vision qui finalement est beaucoup plus complexe et globale que simplement celle que l'on a l'habitude de considérer dans son seul rôle de consommation et souvent sur le point de vente. Et donc pour ça, on a mobilisé les données de 2 consultations citoyennes, et notamment parce que le Lego avait été partenaire de la première, donc celle qui s'appelle Agir pour mieux manger, qui a mobilisé, vous voyez, 460 000 participants, plus de 8 000 propositions et plus d'1 million de votes, mais aussi une deuxième consultation qui a été conduite justement dans le cadre du contexte sanitaire qui est le nôtre, qui s'appelle Crise Covid-19, comment inventer tous ensemble le monde d'après, avec plus de 160 000 participants, 20 000 propositions et 1,7 million de votes. Et l'objectif était de se dire, écoutons, regardons ce qui se dit dans ce cadre qui est beaucoup plus large, où finalement les gens ne sont pas interrogés dans un cadre de consommation ou de relation à une marque particulière, comme c'est souvent le cas, parce que ce sont les industriels qui mènent les enquêtes consommateurs, donc dans un cadre qui est souvent largement influencé par le cadre commercial, mais plutôt l'idée de les écouter dans un cadre qui dépasse le simple cadre de consommation, tout en faisant néanmoins un focus sur ces différents éléments. Et donc, si on regarde tour à tour ces deux consultations et les résultats qui en ressortent, donc vous l'avez compris, la première a été faite avant la crise sanitaire, alors que la deuxième a été faite après la crise, enfin après parce qu'on n'est malheureusement pas après encore cette crise sanitaire, mais en tout cas après notamment le premier confinement et donc en plein contexte de crise sanitaire. Mais donc l'idée était pour nous de comparer. Eh bien, si on regarde finalement les thèmes, notamment de la première consultation, on se rend compte que les thèmes évoqués, vous les avez là de manière un petit peu plus synthétique, finalement tournent autour de la consommation plus locale, de produits bio, d'interdire les produits qui ne sont pas sains, d'éduquer les enfants. On a beaucoup de choses sur le mieux manger, supprimer les
les emballages, permettre l'accès à une consommation de produits plus sains, beaucoup de choses autour de l'agriculture et aussi du développement des zones urbaines, ce qui sont beaucoup de travaux, notamment dans notre champ en ce moment. Donc beaucoup de thèmes, vous voyez, qui invitent déjà les acteurs à l'action. On n'est pas sur les acteurs, on parle très très peu des acteurs, on ne parle pas des distributeurs, des magasins, etc. On parle beaucoup plus des objectifs et avec une vision beaucoup plus globale qui probablement n'était que peu entendue avant le contexte de crise qui est le nôtre. Et donc, si on synthétise finalement les principales attentes qui sont faites quand on fait un focus sur le champ lexical de la distribution, parce que, comme vous pouvez le constater, évidemment, les propositions faites par les participants sont assez variées, mais si on fait un focus sur toutes les propositions qui tournaient autour de la distribution, et bien finalement, il y a deux grandes familles d'attentes. Toutes celles qui sont relatives au choix d'assortiment, donc à la nature de l'offre que devraient proposer les distributeurs, en disant que c'est aux distributeurs que revient le fait de faire des choix probablement un peu plus responsables. Vous voyez, il faut que, si je prends celle du milieu, que les supermarchés suivent la saisonnalité des produits et acceptent de proposer des produits abîmés et de ne plus jeter. Donc l'idée que c'est par l'offre elle-même que le distributeur va pouvoir agir et surtout des attentes en termes d'engagement directement avec le fait que les magasins doivent s'investir, reverser une partie de leur marge, créer plus de magasins bio, faire pression sur l'industrie, etc. Donc deux grandes familles d'attentes, d'une part sur la nature de l'offre et donc l'assortiment qui est proposé, mais aussi sur des engagements un peu plus importants et ça rejoint le fameux baromètre Covid évoqué après. Et justement, quand on regarde les thèmes qui apparaissent, quand on regarde la deuxième consultation, et si on regarde directement, donc vous voyez qu'elle est extrêmement large cette consultation, hein, parce que c'est comment inventer tous ensemble le monde d'après, donc on n'est même plus sur l'alimentation, et pour autant, vous allez voir, il y a beaucoup de choses autour de la consommation qui apparaît, et donc ça montre bien comment pour les citoyens, notre rôle de consommateur est bien un rôle qui est considéré très au sérieux et comme ayant un impact important sur le monde en général qui nous entoure, puisque vous voyez que les modes de production et de consommation sont la deuxième préoccupation des citoyens lorsqu'ils s'expriment sur le monde d'après. Donc les gens sont conscients de leur pouvoir par le biais de la consommation, mais néanmoins les attentes sont encore assez importantes. Et on retrouve, quand on regarde les verbatims, si on refait un focus sur les thématiques qui nous ont intéressés dans le cadre de cette recherche autour de la distribution, hein, mais encore une fois, on aurait pu le faire dans d'autres secteurs, on retrouve les mêmes attentes. On retrouve à nouveau ces deux mêmes familles et uniquement ces deux mêmes familles sur les choix d'assortiment, où vous avez là à nouveau des verbatims qui les illustrent et à nouveau des éléments sur l'engagement. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui ont été soulignées dans ce contexte de crise sanitaire comme étant des nouveautés n'en étaient finalement pas, mais il y a probablement aujourd'hui une écoute du citoyen ou une écoute des individus qui est peut-être un petit peu plus importante que celle que nous avions avant cette crise. Et pour nous, c'était déjà un résultat à part entière que de se dire finalement probablement que certaines choses dans le manque d'efficacité ou dans le fait de stagner en termes de croissance pour les acteurs de la distribution se cachent probablement dans le fait de ne pas être suffisamment dans l'écoute, dans la compréhension de ce qui fait aujourd'hui l'attente des consommateurs. Et ce qui est intéressant, si vous regardez à nouveau ce tableau, c'est qu'il y avait dans les thématiques qui sont issues de cette consultation, hein, l'expression citoyenne qui apparaît comme étant une case à part entière. Hein. On a un cluster avec plus de 50 000 propositions, soit quand même plus de 6%, qui traite de l'importance de faire pour les citoyens et avec les citoyens. Donc il y a une véritable attente qui n'est même pas formulée de manière indirecte, hein, mais qui est de plus en plus formulée de manière directe. Et donc quand on demande aux gens comment évoluer demain, comment construire un monde différent et donc évidemment meilleur demain, eh bien les citoyens convoquent l'ensemble des parties prenantes et évidemment en particulier les distributeurs
pour tout ce qui touche à la consommation, à les intégrer dans le processus de décision, aussi bien en les écoutant qu'en faisant, avec eux. Et donc, on retrouve aussi là tout le terrain favorable aux travaux sur l'empowerment, à tous ces champs qui finalement nous sont déjà familiers et qui étaient déjà considérés parfois certains de manière un petit peu isolée et qui aujourd'hui prennent beaucoup plus forme autour de ce qui serait une véritable démarche de RSE des différents acteurs de l'économie et en particulier des acteurs de la distribution tels que nous le voyons dans ce travail. Et pareil, si on va encore un petit peu plus loin, parce que vous voyez, hein, l'idée était de prendre l'ensemble de ces données, de regarder quels étaient les différents thèmes qui étaient évoqués, dans ces différents thèmes, de faire un focus sur les champs lexicaux qui étaient proches de la distribution, et ensuite de refaire encore un autre focus, toujours sur le même principe, en regardant les vecteurs mots qui sont proches les uns des autres, sur le champ lexical du changement et de l'innovation, et on se rend compte que c'est définitivement une attente majeure des citoyens qui s'expriment dans ces consultations, avec énormément de propositions qui ont suscité l'adhésion, puisque vous l'avez compris, les gens pouvaient aussi bien proposer une idée d'évolution que de voter pour celle des autres, et ce qui explique qu'il y ait des votes. Et vous voyez que toutes les propositions qui marquent la volonté d'un changement et d'un changement assez important avec l'idée même d'innovation sont toutes les propositions qui ont suscité le plus d'adhésion. Donc il y a véritablement un terrain, parce que finalement ces consultations sont quand même assez significatives par leur taille, hein, et elle laisse vraiment penser qu'il y a besoin et d'écouter aujourd'hui cette voix citoyenne et que l'envie de rupture, de changement avec nos façons de fonctionner actuelles est véritablement important, et donc que probablement les distributeurs vont devoir faire des actions véritablement nouvelles et pas essayer d'améliorer l'existant en faisant entre guillemets du neuf avec du vieux. Donc, en conclusion, il y a une vraie volonté citoyenne qui était déjà présente, parce que quand on regarde encore une fois les résultats de la première consultation, le vocabulaire est déjà là sur les aspects de changement et l'envie d'engagement de la part des acteurs de la distribution. Mais évidemment, ces éléments sont encore plus marqués dans la deuxième consultation. Et donc, dans l'ensemble, les individus manifestent que le changement doit passer par eux, dans le fait d'être écouté, et donc probablement que cette idée de passer de la voix du consommateur à la voix du citoyen est probablement une voie, évidemment pas la seule, mais une voie d'amélioration de nos différentes actions. Et donc pour conclure, quels sont les deux principaux apports que l'on pourrait mettre en évidence? Évidemment, cette idée que tous ces éléments étaient déjà présents, mais qu'on n'a pas su forcément les écouter, et probablement en raison de problèmes méthodologiques, puisque une fois qu'on voit ces données synthétisées par ces clusters et ces tableaux, ça paraît assez simple, mais finalement traiter des données qualitatives en masse, ça requiert des méthodes justement assez avancées qui sont celles du NLP. Et donc c'est probablement aussi l'un des principaux apports, hein, que de constater que cette méthode est véritablement propice à l'écoute et aussi à l'analyse de cette voix du citoyen, et que c'est probablement une méthode qui va nous permettre demain, et ça fait déjà la transition avec les présentations d'Anne-Cécile juste après, puisque vous verrez que finalement les verbatims sont présents partout, il n'y a pas que dans ces consultations, mais les commentaires des individus, qu'ils soient dans leur casquette de clients ou de citoyens d'une manière générale, sont très nombreux, et notamment grâce à Internet. Et donc, il y a tout autant de matériel que l'on va pouvoir étudier pour avoir demain une vision un peu plus complète de ce qui fait le schéma de pensée de nos individus, de nos consommateurs. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Yolande Piris. Donc à vous l'honneur, aux participants. N'hésitez pas, on va s'accorder quelques minutes pour un jeu de questions-réponses si vous le souhaitez. Chantal Renaud, personnellement, je suis assez intéressée quand vous parlez du bien manger, parce que je viens de rechercher en même temps sur Internet là, pour retrouver. Quand j'ai travaillé au début de ma carrière, en fait, j'ai travaillé donc au centre de recherche du Crédoc, et on avait justement mis en place de la lexicale pour poser la question, c'est quoi pour vous bien manger? Et c'est assez sympa quand je regarde les classes qu'on avait à l'époque et celles d'aujourd'hui. On voit vraiment qu'à l'époque, bien manger, c'était équilibré, repas convivial en famille, diététique. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, on est passé à une dimension tout à fait différente qui est vraiment voilà, le bio, l'écologie, la société. Et c'est assez intéressant de faire le parallèle, en fait. On voit que la société, elle a vraiment bougé. Là, c'était en 92, les bilans de cette étude. En 30 ans, on voit les évolutions. Ouais. Et vous pouvez le rechercher sur Internet, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce serait intéressant de comparer l'évolution. Ouais, Crédoc et Bien manger, vous trouverez, je viens de le retrouver aussi. Ça montre l'intérêt d'analyser les verbatims, effectivement, pour voir les images sociales. Merci. Merci infiniment. D'autres questions? On ne comprend pas. Sinon, on peut peut-être écouter Anne-Cécile et grouper après. Absolument, merci donc, de la suggestion, Yolande. Donc, Anne-Cécile Guay va nous présenter donc, comment on mobilise les algorithmes NLP pour traiter ces vastes sujets. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Anne-Cécile Guay, je suis data scientist, je travaille notamment pour la fondation de l'Université Bretagne Sud, donc dans le cadre de la chaire DCC, en étroite collaboration donc avec Yolande Piris pour tous les passionnants sujets de recherche que l'on mène. Alors je vais vous partager mon écran. Bon. Alors, donc Yolande vous a donc présenté une recherche qui utilisait le NLP, donc le traitement automatique du langage naturel, comme outil méthodologique. Ici, maintenant, on va creuser un peu plus loin dans cette voie pour vous montrer comment la data science, et donc en particulier l'analyse du langage, peut vous aider à mieux satisfaire vos clients. Alors, comment mesurer la satisfaction client de façon assez classique? Donc déjà, on peut regarder évidemment les données comportementales. Donc ça peut être les montants moyens dépensés, les fréquences d'achat d'un produit ou d'utilisation d'un service, les taux d'équipement. Par exemple, je pense notamment au milieu bancaire ou assurance, les taux d'équipement en carte bleue, en crédit, en livret d'épargne, etc. On peut également regarder les données attitudinales, donc qui ressortent notamment dans les enquêtes de satisfaction avec les questions j'aime ou je n'aime pas. Mais il existe des données qui sont très riches d'informations, qui sont encore trop souvent sous-exploitées en entreprise, qui sont donc les verbatims clients. Donc le verbatim peut être extrait notamment dans les questionnaires de satisfaction, de recommandation. Ça permet d'avoir, en plus de la note de recommandation, par exemple, évidemment des précisions sur les attentes du client, sur ses mécontentements, sur ses souhaits. Enfin voilà, essayer de comprendre ce qu'il nous dit finalement à travers sa note, aller au-delà de la note. On récupère également des verbatims dans tout ce qui est pareil, suite aux réclamations clients. On peut récupérer également des commentaires associés à ces réclamations. Et une grosse source de verbatim, dans ce que vous disiez Yolande également tout à l'heure, c'est évidemment les réseaux sociaux, Internet, où les clients sont amenés du coup à commenter leur relation avec la marque. Donc, ça peut être sur Facebook, par exemple, sur Instagram, on a notamment des influenceurs qui vont évoquer également la marque. Et nous avons également les avis sous Google Play concernant des agences ou des choses comme ça. Donc, entre les enquêtes de satisfaction, les enquêtes de recommandation, les réclamations clients et les réseaux sociaux, on peut donc constater que le commentaire client est partout. Et nous allons vous présenter ici comment collecter cette parole client dans un premier temps, comment analyser cette donnée qui est particulière, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une donnée chiffrée, mais ce qu'on appelle une donnée non structurée, quelque chose qui est aussi simple à mesurer et à analyser qu'une donnée chiffrée. Et nous allons également voir enfin comment utiliser cette parole pour mieux satisfaire vos clients, donc d'un point de vue métier. Alors, tout d'abord, comment collecter la parole client?
Donc, la façon la plus simple de la collecter, c'est évidemment via des questionnaires internes. Donc là, vous récupérez directement le commentaire du client dans votre SI. Donc, du point de vue de l'entreprise, on n'a là pas de difficulté au niveau de la collecte. En ce qui concerne les réseaux sociaux et plus globalement Internet, on peut utiliser ce qu'on appelle les API, qui sont en fait des interfaces qui vont faire le lien entre les données du SI de l'entreprise, donc les données que l'entreprise veut bien transmettre à l'extérieur, et l'utilisateur. Donc voilà, donc c'est une interface qui va permettre à l'utilisateur de récupérer une partie des données contrôlées de l'entreprise. Par exemple, l'API Google Play, nous permet de récupérer donc, les commentaires des utilisateurs, ainsi que la note associée. Via l'API Twitter, on peut récupérer un certain nombre d'informations, donc évidemment le texte du tweet, mais également des caractéristiques sur l'utilisateur qui a donc posté le tweet, le contenu du tweet qui va contenir donc, le texte, des hashtags, également des noms d'utilisateurs et éventuellement des médias. Donc ici, on a par exemple une image qui peut être aussi utilisée ensuite avec du traitement d'image. On a également potentiellement la localisation géographique, la langue, le nombre de retweets, etc., ce qui va vous permettre de voir l'impact du post sur Twitter. Et comme vous l'a dit Yolande tout à l'heure, donc on a les consultations citoyennes qui sont une source très importante de données à partir du moment où on considère vraiment que le client est avant tout un citoyen et pas seulement un client. Donc, pourquoi analyser et comprendre la parole des citoyens? Donc ça, Yolande vous l'a expliqué évidemment mieux que moi tout à l'heure, mais ça va nous permettre d'anticiper les changements de consommation, de détecter les attentes globales des consommateurs, puisque là, on n'est plus dans la relation directe avec la marque, mais on est dans un contexte beaucoup plus global. Et également de détecter de façon anticipée les sujets de société, ce qui est particulièrement important en période de crise pour justement pour anticiper les besoins, les changements des consommateurs. Donc, on a beaucoup travaillé, nous, au sein de la charte DCC avec la plateforme citoyennemec.org que nous remercions concernant ces sujets de société. Alors, quelques exemples de consultations qui ont été proposées par donc, la plateforme citoyennemec.org. On a par exemple comment agir ensemble pour une mode plus responsable, comment permettre à chacun de mieux manger, donc c'est ce que vous a présenté Yolande, ou encore celle sur la crise Covid-19, comment inventer tous ensemble le monde d'après. Donc là, on voit que ce sont des consultations qui attirent un grand nombre de participants, avec énormément de propositions associées, ce qui permet d'avoir vraiment une masse de commentaires permettant de faire des analyses au plus juste d'un point de vue statistique. Donc là, un exemple sur la consultation mec.org, comment permettre à chacun de mieux manger. L'une des propositions émergentes était de limiter, par exemple, la production de plastique dans les emballages et de proposer des alternatives comme le vrac et les consignes. Donc ça, c'était un fort thème qui ressortait dans cet exemple de consultation. Enfin, une troisième façon de récupérer la parole client sur Internet, c'est par web scrapping. Donc, le web scrapping, ça consiste à extraire automatiquement le contenu d'un site web et ça peut être pertinent si on n'a pas d'accès direct par API ou si l'accès est limité. D'un point de vue métier, l'intérêt, c'est de pouvoir permettre une veille constante de la marque sur Internet, de la marque ou de sa concurrence. On peut également récupérer des informations automatiques, encore une fois, sur la concurrence, comme par exemple les tarifs. Ou encore, ça peut être utilisé pour analyser le positionnement d'un produit en temps réel, en faisant attention évidemment aux conditions générales d'utilisation des sites par rapport à ce contexte de web scrapping.
Donc voilà pour la collecte de la parole client, de la parole citoyen en général. Donc maintenant qu'on a collecté le texte, eh bien, il va falloir l'analyser. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'analyse du texte est différente de l'analyse des analyses classiques chiffrées. Donc on va voir comment procéder. Donc, par exemple, là, on a un cas d'usage très concret sur une banque, avec des commentaires clients issus de questionnaires de recommandation. Donc, vous voyez que vous avez des thèmes divers et variés qui apparaissent. Donc, évidemment, on ne va pas lire les commentaires pour comprendre ce que nous disent les milliers de clients qui vont nous répondre, mais on va utiliser la data science pour permettre une modélisation thématique de l'ensemble de ces commentaires afin de ressortir l'essence de ces commentaires, donc les grands thèmes qui sont présents dans tous ces commentaires clients. Alors, pour ça, on va utiliser donc la data science et le machine learning en particulier. Et pour pouvoir transformer l'ensemble de ces commentaires en grands groupes thématiques, il faut que ces commentaires puissent rentrer dans nos algorithmes de machine learning. Donc, il faut que ces commentaires écrits puissent se transformer en éléments numériques. Alors, avant tout, on a toute une phase de pré-processing sur ce texte pour obtenir un texte qui soit normalisé et qui permette de se traduire numériquement de façon assez simple. Donc, on va tout d'abord supprimer de tous les commentaires l'ensemble de la ponctuation, les majuscules. On va ensuite appliquer ce qu'on appelle une phase de lématisation. Donc, ça revient à transformer les mots dans ces formes les plus simples. Donc, par exemple, un verbe conjugué va passer à l'infinitif. Des mots pluriels vont passer au singulier. Ce qui permet donc de réduire en fait le vocabulaire que l'on analyse. Et ensuite, on va supprimer ce qu'on appelle les stop words. Donc, ce sont en français les mots-outils. Donc, ce sont tous les petits mots comme les prépositions, les conjonctions, les déterminants, etc., qui sont très présents dans les textes, mais qui finalement vont apporter peu d'informations après au niveau de l'analyse. Donc, on va préférer les supprimer pour garder les mots les plus importants du texte. Une fois qu'on a fait ça, on va donc traduire ces mots en chiffres. Donc, une des façons la plus simple d'effectuer cela, c'est d'effectuer ce qu'on appelle un back of words, donc une représentation en sac de mots. Et pour cela, on va utiliser une matrice. On va associer à chaque commentaire un 0, un 1 ou enfin, en tout cas, ce qui représente la fréquence du mot dans ce commentaire. Donc, par exemple, le commentaire 1 est composé de 2 fois le mot 2, ou le commentaire 2 est composé du mot 1, du mot 2, mais ne contient pas le mot N. Donc, vous aurez en colonne l'ensemble du vocabulaire qui est utilisé par les clients et en ligne l'ensemble des commentaires clients. Donc, l'ensemble des commentaires, au final, représente une matrice qu'on appelle une matrice back of words. Donc, c'est une façon très simple de représenter les mots sous format numérique. Mais en revanche, cette façon de faire contient des limites. Par exemple, les homonymes vont être codés de la même façon. Donc, un avocat, le fruit, sera codé exactement de la même façon qu'un avocat en droit. Inversement, des synonymes seront autant éloignés en termes de codification entre eux que d'un autre mot qui n'a rien à voir. Donc, par exemple, les mots voiture et automobile seront aussi loin l'une d'elles que le mot pomme. Donc ça peut être un petit peu ennuyant ensuite au niveau de nos traitements. Donc, pour pallier à ça, il existe d'autres méthodes qui sont assez récentes, qui ont dû être développées au cours des 10 dernières années à peine par les équipes de Google. Donc,
ce sont des méthodes qu'on appelle de plongement de mots, donc notamment le Word2Vec. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de passer du mot à un vecteur mot. Et donc, la particularité de cette représentation, c'est qu'on va projeter les mots dans un nouvel espace, de sorte à ce que les mots qui sont similaires sémantiquement soient également proches en termes de distance. Ces méthodes sont basées sur les réseaux de neurones et on va voir qu'il y a 2 types d'entraînement possibles pour traduire justement ces mots en format numérique. Donc là, c'est un peu plus technique. Le reste de la présentation, on ne rentrera pas autant d'un point de vue technique dans le reste de la présentation, mais je trouve que c'était aussi important voilà, pour le public côté data de comprendre rapidement comment fonctionne un Word2Vec. Donc là, c'est un exemple d'entraînement qui s'appelle un entraînement skipgram. Et l'objectif, c'est d'entraîner donc un réseau de neurones pour prédire un contexte du mot avec en entrée un mot. Donc en fait, le contexte du mot, ce sont les mots qui entourent le mot qui se trouvera en entrée. Et donc on va utiliser le vecteur dense qui se trouve donc dans le réseau de neurones et c'est ça qui va être notre représentation numérique du mot en entrée. Donc de façon assez concrète, qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on projette les mots issus de ce Word2Vec, des mots qui sont proches en termes de sens, donc comme voiture et automobile, vont avoir une projection numérique, vectorielle, également proche, alors qu'ils vont être éloignés d'un mot qui a moins de liens, comme le mot pomme par exemple. Un exemple de visualisation que l'on a créé à partir d'une enquête MEC.org. Donc, c'est un exemple qui est très visuel. En fait, on a projeté tous les mots utilisés par les citoyens dans cette consultation. Juste pour vous montrer à quel point les mots se projettent effectivement au même endroit quand ces mots sont proches sémantiquement. Donc, par exemple, à gauche de l'écran, vous voyez une projection. Donc, c'était une consultation sur l'environnement. Vous voyez une projection de tous les mots qui sont relatifs au moteur, au type de véhicule, donc par exemple électrique, diesel, hybride, etc. Et plus vous descendez, plus vous constatez que là, on va plus passer au niveau du moyen de locomotion, du moyen de transport, donc les pieds, le métro, le RER. Donc là, on va être plus sur des... Plus on descend, plus on va être sur des déplacements doux qui vont se projeter au même endroit. Et un tout petit peu plus sur la droite, on voit tous les mots relatifs au vélo qui se sont projetés également de la même façon avec cycliste, donc voie cycliste, sécurisée, etc. De la même façon, à droite de l'écran, vous avez tous les mots qui concernent plutôt tout ce qui est recyclage, emballage, consigne, etc., qui se sont, eux, également projetés au même endroit. Donc, c'est un petit exemple qui permet de visualiser à quel point ce type de méthode, donc les plongements de mots, permettent de rapprocher les mots qui sont sémantiquement proches. Dans le cas des tweets et plus généralement des réseaux sociaux, en plus du texte, on va récupérer également tout un tas de marqueurs, d'indicateurs qui vont nous être utilisés, que l'on va également utiliser dans nos analyses, comme les émoticônes, les hashtags, voire les médias. Ce qui fait que, notamment grâce aux hashtags, le tweet n'est finalement pas une donnée si compliqué à traiter, c'est pas une donnée si non structurée que ça, puisque parfois le simple résumé à l'analyse des hashtags permet déjà d'avoir une bonne idée de ce que nous disent les citoyens. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, dans le cadre de nos études, on utilise également aussi la détection automatique du rôle des mots, donc ce qu'on appelle le part of speech, qui nous permet de détecter les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, et donc d'analyser un peu plus en profondeur ce que nous dit le citoyen, notamment en ressortant
tous les adverbes ensemble, tous les adjectifs ensemble, de voir s'il y a des verbes plutôt d'action, si on a plutôt des verbes qui engageraient les politiques, par exemple. On peut également détecter automatiquement les entités nommées, comme par exemple les lieux, les entreprises, les dates. Un exemple avec une petite phrase « Quels sont les horaires de train pour Rennes ce vendredi ?» Donc, nos algorithmes peuvent directement détecter le lieu concerné par ce commentaire, donc Rennes, et la date, vendredi. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a représenté nos mots de façon numérique, on va pouvoir effectuer des modélisations thématiques. Donc, un des algorithmes qui est assez couramment utilisé en analyse du langage naturel, c'est l'algorithme LDA pour Latent Dirichlet Application. Cet algorithme permet en fait d'identifier les différents thèmes composant les commentaires clients et d'identifier également les mots composant ces thèmes, ce qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se dit dans ces thèmes. Donc, c'est une méthode non supervisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une donnée préétiquetée pour pouvoir travailler. Et c'est une méthode qui est basée, donc une méthode probabiliste qui est basée sur les probabilités. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, aujourd'hui, statistique de cette méthode, mais on a souhaité vous présenter un petit exemple de représentation, comment on peut traduire directement cette modélisation LDA sur un jeu de commentaires clients. Donc là, vous voyez qu'on peut… les cercles, en fait, symbolisent des regroupements de commentaires clients qui vont être associés à des thèmes donnés. Donc, grâce à ce type de représentation, on peut voir assez rapidement quels sont les différents thèmes associés à toute une masse de commentaires clients ou de commentaires citoyens. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, on va vous parler également de l'analyse de sentiments. Alors, pourquoi l'analyse de sentiments ? Un commentaire client peut être composé d'un ou de plusieurs thèmes, mais on ne sait pas si ces thèmes, en tout cas, si le commentaire associé à ces thèmes est plutôt positif, négatif, bref, quel est le sentiment client associé à ce commentaire. Donc là, l'un des exemples de commentaires clients évoquant un même thème. Donc, compétence, efficacité, rapidité, fiabilité. Donc, on est sur le thème relationnel avec un sentiment positif. Deuxième commentaire, je n'ai pas de problème avec ma banque, mais je ne la sollicite pas. Donc, on est toujours dans le thème du relationnel, mais on a un sentiment client qui est plutôt neutre. Troisième commentaire, manque de professionnalisme. Donc, on est toujours dans le même thème, mais là, on a cette fois un sentiment négatif. D'où l'intérêt d'effectuer ces analyses de sentiments parallèlement aux analyses thématiques pour bien comprendre à la fois quels sont les thèmes évoqués par les clients et quels sont les sentiments associés aux commentaires clients. Très rapidement, comment faire pour modéliser le sentiment client? Alors, on peut utiliser le lexique, le vocabulaire utilisé par le client. Donc, il y a pas mal de méthodes statistiques qui nous permettent de creuser pour identifier les liens entre le vocabulaire et le sentiment, l'émotion client associée. On peut également regarder la ponctuation. Donc là, on a mis un petit exemple suite à l'analyse d'un questionnaire de recommandation à partir de la note NPS associée. Et on voit que plus le commentaire contient de points d'exclamation, plus la note associée est mauvaise. Donc là, on a mis un petit exemple un peu extrême, mais qui est un exemple réel, qui symbolise un client qui s'est fortement agacé sur sa touche point d'exclamation suite à des problèmes justement avec sa banque. Donc la ponctuation apparaît vraiment comme un marqueur de sentiment assez fort. On va regarder également les lettres répétées dans les mots. Par exemple, je suis très mécontente. Donc ça, c'est également un marqueur fort de sentiment. On peut regarder aussi les mots en majuscules qui indiquent généralement également un agacement.
Et voilà, il y a plein d'autres choses qui vont également rentrer dans nos algorithmes et qui vont nous permettre de modéliser le sentiment client associé à un commentaire. Donc, en résumé, à partir de ces différents modèles, on peut de façon automatique classer un commentaire client selon un thème donné. Donc ici, les horaires d'ouverture des agences sont totalement inadaptés. Je suis très déçue. Donc, on est sur le thème jour et horaire d'ouverture. Et également, un sentiment client associé. Donc là, on a un esprit plutôt détracteur avec un sentiment négatif du client. Alors maintenant, on va voir quelles utilisations métiers nous pouvons faire de tout cela. Alors, tout d'abord, la première utilisation, c'est évidemment de mieux comprendre ses clients. Donc, on va regarder déjà la structure des commentaires, le taux de renseignement des verbatims. Certains clients vont laisser une note, mais pas forcément un commentaire associé. On va pouvoir faire émerger les grands thèmes évoqués par nos clients en les croisant avec les notes pour voir les thèmes qui sont plutôt positifs, les thèmes plutôt sensibles. On va également regarder le sentiment associé. On va aussi croiser avec la signalétique du client. Donc, ça peut être l'âge, la situation socio-professionnelle, la situation familiale, son taux d'équipement, sa situation géographique, etc., afin de comprendre si les thèmes qui reviennent dans les commentaires clients sont liés également à toute cette signalétique. Est-ce que mes clients jeunes évoquent les mêmes thèmes que mes clients plus âgés? Est-ce que selon la CSP, on a également des évocations différentes de thèmes, etc. Est-ce que les clients fidèles évoquent les mêmes problématiques que les clients nouveaux? Et on peut également, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre de la hauteur de vue avec la parole citoyenne. Donc, en ne se contentant pas d'analyser les verbatims de nos clients, mais en analysant plus largement la parole des citoyens. Ces analyses permettent donc de mieux comprendre le client, mais aussi de mieux communiquer avec ses clients. Donc, on peut ajuster au mieux les campagnes marketing. Donc, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, quels sont les sujets importants pour chaque segment client? On va peut-être pas cibler de la même façon une clientèle jeune qui nous aura évoqué tel ou tel thème, d'une clientèle plus senior qui aura évoqué d'autres thèmes de prédilection. Et on va adapter ces canaux de communication. On voit dans les commentaires clients, les clients peuvent faire ressortir naturellement leurs contacts préférés. Donc, par exemple, dans le cadre de la banque ou de l'assurance, certains clients vont préférer le contact agence, d'autres vont plutôt préférer les offres en ligne ou plutôt un mélange des deux. Et ça, ils vont nous le dire en fait dans leurs commentaires. Donc, ça permet d'améliorer l'expérience client. Et enfin, ces applications peuvent nous permettre également de mieux répondre à nos clients, donc en automatisant le processus de réponse. On va détecter automatiquement les thèmes sensibles, on va détecter automatiquement les sentiments des clients, ce qui va nous permettre de prioriser les réponses. Certains thèmes peuvent entraîner, par exemple, à l'analyse davantage d'attrition. Donc, on sait que si on arrive à repérer automatiquement les commentaires clients associés à un thème qui peut conduire à de l'attrition, on va traiter ces commentaires clients-là en priorité. On va décrocher le téléphone pour appeler ce client. Si, au contraire, ce sont des thèmes qui sont peut-être un peu plus légers, on va pouvoir envoyer des réponses plus automatisées pour montrer également aux clients que l'on répond à ces demandes. L'intérêt de ces applications, c'est que ce sont des méthodes robustes, quelle que soit la source du commentaire. Donc, on soit à la fois sur des questionnaires de satisfaction, de recommandations, des réclamations, des réseaux sociaux. Tout ce qu'on vous a montré là fonctionne de la même façon. Donc, voilà pour cette présentation. Et je suis à l'écoute de vos questions. N'hésitez pas. Et puis, comme nous avons la présence de nos partenaires, qui n'hésitent pas à faire des retours d'expérience si le souhaitent, Florence ou
vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas, parce que maintenant, on va avoir un échange tout à fait informel entre nous. Oui, Florence, volontiers. Effectivement, pour nous, tous ces travaux sont intéressants parce que c'est de la donnée first party, comme on dit, de la donnée qui nous, entre guillemets, qui nous appartient et qu'on n'avait pas l'habitude d'exploiter. Alors, c'est de la donnée qui est riche en informations sur nos clients. Nous, notre département expérience client est évidemment très intéressé par tous ces travaux que nous avons menés avec la chaire pour améliorer, mieux comprendre, mieux structurer et mieux partager et donc au final améliorer l'expérience client à la BRED. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent, que nous, on a mis en place avec la chaire et qu'on va continuer évidemment à travailler. Et c'est très apprécié au sein de l'entreprise. Moi, j'avais peut-être une question pour ouvrir peut-être un peu. Là, on parle beaucoup des verbatim. C'est vrai que c'est intéressant. Après tout, dans toutes les activités, les clients ne sont pas forcément très actifs sur les réseaux sociaux. Ça dépend, voilà, ça dépend de la typologie de clientèle. Moi, j'avais une question. Si on ouvre un peu, par exemple, si on parle de la voix, quelles sont les méthodes qui peuvent être communes avec les méthodes qu'on vient d'évoquer ensemble? Parce que l'autre donnée qu'on a, mais qu'on n'exploite pas vraiment, en tout cas pas de cette manière-là, pas de manière industrielle et en data science, c'est tout ce que tous les clients, les échanges qu'on peut avoir avec les clients au téléphone. Est-ce qu'il y a des méthodologies qu'on pourrait reprendre, peut-être se dire, voilà, est-ce que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose qu'on peut creuser, ça c'est sûr, mais voilà, quels sont les liens? Est-ce qu'il y a du coup des technologies qui peuvent être utilisées aussi dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Mais, tout à fait. D'ailleurs, pour préciser la question, je crois que vous avez aussi un logiciel de transcription de la voix en texte, il me semble, non Un speech to text? Oui, qui permettrait du coup Ça existe, oui. d'utiliser les techniques. Exactement. Oui, Oui, c'était le lien. Voilà, c'était le lien que je voulais faire, c'est qu'effectivement, en fait, comme tout se transforme, la voix peut se transformer en texte et du coup, Voilà. on peut élargir vraiment le champ de ce qu'Anne-Cécile et Elon nous présentaient à d'autres canaux et récupérer encore d'autres données, en fait. Tout à fait. Donc, ce serait une nouvelle source de collecte de données, mais qui transiterait par en fait la retranscription textuelle. Exactement. Donc, en fait, on capitalise sur ce qu'on a déjà fait avec d'autres canaux qui sont aussi très, très, très riches, qui sont différents. Ça nous permet aussi d'élargir le périmètre. On va aller toucher d'autres clients, d'autres moments de vie. Oui. Et donc, ça nous éclaire aussi beaucoup. Enfin, ça nous éclairera. On souhaite que ça nous éclaire, en tout cas, beaucoup sur les émotions, parce que c'est le mot émotion aussi qui est intéressant. Et on a, dans le cadre de nos comités, c'est vrai que c'est un mot qu'on avait utilisé, c'est bien comprendre les émotions de nos clients. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, Anne-Cécile ou Yolande? C'est vrai que c'est un réel intérêt de travailler sur ces retranscriptions justement vocales. Et là, on voit encore plus l'intérêt de l'analyse automatique, des traitements automatiques par rapport à ça, puisqu'on aura sans doute tout un tas de mots, parasites, etc., à gérer automatiquement, encore plus que dans un langage écrit. Donc, je pense que ça peut être réellement une vraie source d'informations complémentaires pour mieux comprendre le client, justement, comme le dit Florence. Émilie, que je n'ai pas entendue, est-ce qu'il y a un retour d'expérience à donner? Émilie de Télém Assurance, si tu le souhaites, sans vouloir te forcer. Nous, effectivement, on participe auprès de la chaire. En fait, ça nous permet, nous qui sommes une petite équipe au sein du marketing client, de pouvoir en fait avancer sur ces nouvelles technologies, ces nouvelles méthodes mathématiques pour comprendre en fait toutes nos verbatim clients qui sortent notamment de nos enquêtes de satisfaction. Aujourd'hui, on a une volumétrie mensuelle qui nous permet effectivement de les regarder à l'œil humain et de pouvoir les lire un à un, sauf que on ajoute à cela un prisme humain, donc le fait aussi de les rentrer en fait dans une nouvelle modélisation permet de ressortir des thèmes qu'on ne verrait pas forcément humainement et d'analyser aussi les choses différemment et de sortir aussi des clusters
particulier. Donc voilà, donc ça nous a permis vraiment d'avancer sur tout ce domaine. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est effectivement le fait qu'on soit plusieurs partenaires et pouvoir d'échanger entre nous. En fait, comme on a pu le voir précédemment, en fait, le client, en fait, il est client, peu importe l'entreprise qu'il y a derrière, il a ses attentes. Et donc, du coup, ça permet effectivement qu'on soit dans une banque ou une assurance ou dans un autre type d'entreprise de comprendre mieux qui est le client et ce qu'il désire. Donc, effectivement, nous, d'un côté marketing, de pouvoir adapter nos communications derrière. Merci Émilie pour ce retour d'expérience et cette participation. Effectivement, la vision partenariale est extrêmement précieuse en ce qui concerne le fonctionnement de la chaire, adossée au laboratoire du Lego. Écoutez, on arrive presque au terme du webinaire. S'il n'y a pas une dernière question, peut-être qu'on va vous remercier et prendre congé. Donc, Véronique, on ne te voit plus, mais je pense que tu es encore avec nous. Donc, remercier nos intervenantes, Johan Piris et puis Anne-Cécile Gay. Et remercier nos partenaires ici présents, donc la BRED et puis Telem Assurance. Alors, comme on vous l'a dit en début de ce webinaire, on va vous envoyer les supports sous format PDF et également la captation. Mais je crois, Véronique, qu'il y aura peut-être un petit moment avant qu'elle soit disponible, hein, parce que c'est un matériau plus lourd que le PDF. Voilà. Écoutez, on a été ravis en tout cas d'échanger avec vous. Il y aura donc la chaire poursuit ses travaux, bien évidemment, comme je le disais, hein, va tracer son sillon, hein, ce sillon lexical, donc en l'élargissant à la voix du citoyen et avec d'autres sources de données. On va donc, on reviendra vers vous à travers des séminaires, on espère en présentiel, hein, et dans le beau pays du Morbihan, si donc l'avenir nous le permet. Que dire d'autre? Vous remercier, puis vous libérer donc, cette fin de matinée, si vous en êtes d'accord. Et donc, on va vous envoyer un mail aussitôt, ce webinaire terminé, pour vous envoyer les supports. Voilà. Donc, merci à tous. Merci. Merci. Et donc, bonne continuation. Et à bientôt.